Voilà, et tu publies beaucoup aussi d'articles. Enfin, Music Tomorrow, c'est aussi un blog très pointu sur à l'anglais. Faut le préciser. Et tu écris aussi pour Water Music dans la newsletter qui a été citée tout à l'heure, américaine. À tes côtés, Wind Therapy, qui est un artiste on ne peut pas te dire. On te définit comment comme artiste Un artiste, c'est bien. Électro. Artiste, pop, électro, comme tu veux. Électro. Tu sais quoi, on n'a qu'à dire un artiste. D'accord. Qui a fait la démarche lui-même d'aller vers des outils tout à fait nouveaux de création musicale qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et puis on va le voir, des outils qui ont été créés par un labo de Sony qui s'appelle Sony CSL. Il faut savoir que les labos de recherche, historiquement, le labo de recherche de Sony dans tout ce qui est audio, technologie audio, était basé à Paris. Et donc, Michael Turbo, qui aujourd'hui travaille chez Sony CSL, qui est un ancien de l'industrie musicale. 13 années en maison de disque, oui. Voilà, un ancien des maisons de disques qui aujourd'hui travaille donc chez Sony CSL, qui a mis finalement qui a répondu à ta demande, qui vous êtes rencontrés, qui a mis à ta disposition des outils de création. Et on va commencer la conférence en écoutant un morceau inédit qui doit sortir. Tu me précises quand il doit sortir? Très bientôt. Oui, alors c'est un morceau qui s'appelle Dreams, qui sort le 25 mai et qui a été complètement composé et écrit en utilisant les outils de Sony CSL. Voilà, alors c'est pas l'intelligence qui a composé le morceau, c'est toi. Ouais, c'est ça. En te servant des outils d'intelligence. Mais vraiment, on va dire en partenariat avec, quoi. J'ai fait ça avec elle. Alors, je ne sais pas si en régie on peut lancer le morceau. Et le clip aussi a été généré avec de l'IA. I'm only human, living a cycle. I can be called like a loser in the game. Every now and then I think about it. I'm not a lover, not even playing, no. I'm just playing with the sun, cause I can work when I'm alone. Every now and then I think about it. Still we get along, we do. Even with nothing in common, so shall I move on, show you. In ocean dreams of mine. You're the simple storytelling in ocean days of mine. Hey. In ocean dreams of mine. You're the simple storytelling in ocean days of mine. Bravo. Est-ce que vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on a la suite? On démarre. Bon. C'est un extrait, donc c'est un inédit, il sortira le 25 mai. Ouais. Alors c'est assez étonnant parce que tous les sons qu'on entend, là, cette musique, alors comme disait Michael, l'intelligence artificielle a aussi contribué au clip, ce qui sont des images un petit peu... mais aussi aux paroles, je crois. Ouais. Mais tous ces sons-là ont été créés par l'intelligence artificielle à la demande ou c'est selon des critères que tu as fournis? Comment ça s'est passé? Alors déjà, non, ils n'ont pas tous été créés par l'intelligence artificielle. Il y a plein de moments où tu entends des guitares, des voix, des choses comme ça. Ces choses-là, elles ont été enregistrées comme on enregistre des guitares ou des voix. C'est quand on parle d'avoir écrit ça en partenariat avec l'intelligence artificielle, on parle d'utiliser plein de nouveaux outils et technologies qui n'étaient, on va dire, pas, en tout cas dans mon répertoire d'utilisation jusque-là. Donc, par exemple, tous les sons de batterie ont été générés en utilisant des outils de Sony CSL, donc qui sont des outils d'intelligence artificielle. Il y a eu toute l'espèce de rythmique. Tu vois, je pense que quand tu écoutes, tu entends que tout est un petit peu saccadé, tout tape tout le temps un petit peu à côté. Ça, à la base, j'ai pris une basse générée par intelligence artificielle. J'en ai extrait les intentions rythmiques et je les ai appliquées sur tous les éléments du morceau. En fait, les paroles comme ça aussi ont été faites en collaboration avec un outil qui s'appelle Poiesis, où tu écris du texte, il te répond d'autres choses de texte. Et à la fin, ça te fait des paroles complètes. Et en gros, j'ai utilisé donc l'IA du début à la fin, mais je ne me suis pas obligé à l'utiliser partout. Tu vois, j'ai plutôt essayé de voir comment est-ce que ça pouvait être intéressant, comment est-ce qu'elle pouvait venir combler certaines lacunes que je pouvais avoir. D'accord, alors c'est vrai que les premiers outils d'IA, Michael, tu voulais intervenir sur la question. Les premiers outils d'intelligence artificielle, alors intelligence augmentée, il faudrait dire, donc, c'était des outils qui essayaient de finalement reproduire ce que faisait le compositeur. C'était des outils de composition en fait, qui ont été développés à Malaga, en Espagne. Je sais, il y en a un qui a été développé
composer des symphonies. On rentrait des plus de 15 000 partages de Bach, Mozart et compagnie. Et puis l'intelligence artificielle apprenait à composer des symphonies toute seule. Alors que là, non, il n'y a pas une substitution à l'artiste, en fait. C'est vraiment... Est-ce que tu as fait une rencontre du troisième ou quatrième type, là? Tu t'es confronté à quel type d'être artificiel? Tu veux y aller? J'y vais. Ok, j'y vais. On peut imaginer ça comme... Ouais, je la refais. On peut imaginer ça comme une sorte de partenaire invisible. Tu sais, comme si, au lieu d'écrire une chanson tout seul, j'écris une chanson avec un pote. Et puis, ce pote, il a plein d'idées. Il ne sait pas toujours bien s'exprimer. Mais en même temps, dès que je lui pose une question, il a une réponse. Tu vois, et qui n'est pas forcément la réponse que moi j'aurais eue. Tu vois, je trouve que tout l'intérêt d'aller bosser avec des intelligences artificielles, c'est qu'elles vont venir, elles ont une expertise sur le sujet qui n'est pas du tout la même que la mienne. Et donc, elles vont venir me proposer des choses auxquelles je ne pense pas tout seul. Et donc, c'est cette espèce de ping-pong avec la machine qui, à la fin, donne ce résultat. En fait, Jérémy résume bien ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que nous, les recherches ont commencé en 1996 sur essayer de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle, enfin la question en fait, parce que nous sommes un laboratoire de recherche, on n'a pas le droit de gagner d'argent, c'est vraiment, les Japonais nous ont dit, voilà, il y a cette technologie qui s'appelle l'IA, est-ce que ça peut aider les artistes et qui a eu donc depuis 1996 ces recherches. En 2016, je pense qu'il y a pas mal de gens dans cette salle qui ont entendu parler du morceau Daddy's Car des Beatles, qui a été sorti par ce laboratoire, qui était un morceau des Beatles sans les Beatles, qui avait été d'un point de vue scientifique nouveau, parce que pour la première fois, l'intelligence artificielle avait participé à la co-composition d'un nouveau morceau, sauf que la communication était intéressante d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue business, c'était pas cool, parce qu'en gros, ça enlevait les artistes. La recherche commence toujours par essayer de comprendre des choses, d'où l'effet d'essayer de comprendre l'orchestre, pouvoir composer des morceaux, des mélodies. La musique est très algorithmique, même si les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais à partir du moment où il y a des règles, c'est qu'il y a des algorithmes. Et que nous, aujourd'hui, notre mission chez Sony CSL, comme on a quand même des entités voisines que sont Sony Music et Sony Music Publishing qui défendent les auteurs, les artistes et les compositeurs, nous, l'idée, en fait, par rapport à même d'autres laboratoires, on essaye de comprendre comment l'intelligence artificielle peut aider les artistes. Donc on s'intéresse beaucoup finalement, pas tant à des super modèles qui sont inventés chez nous, mais une grosse partie qui est très importante et qui est peut-être parfois délaissée dans d'autres laboratoires, c'est une fois que ces algorithmes sont ultra puissants, comment est-ce que les artistes peuvent interagir avec eux? Et c'est hyper compliqué, parce qu'interagir avec de l'intelligence artificielle, c'est super compliqué, et c'est pour ça que nous, notre stratégie, on est artiste-centrique, parce que c'est souvent un mot à la mode, mais c'est vrai, c'est que très rapidement dans nos recherches, on essaie d'impliquer des artistes de tous genres musicaux. Il y a des laboratoires qui travaillent que avec des genres de musique expérimentale, de musique classique ou de jazz, parce que souvent c'est très mathématique comme musique. Nous, on essaye plutôt justement de s'intéresser à la musique qui est pop, ou en tout cas pour les jeunes producteurs, parce qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle va aider les jeunes producteurs qui apprennent à faire de la musique sur YouTube, et que ces nouveaux outils semblent apporter des choses qui n'existaient pas avant dans le studio, dans le sens où ce sont des outils qui sont dits intelligents, et on leur a mis du conservatoire ou de l'ingénierie du son dedans, on leur a appris à jouer des instruments, et la partie la plus intéressante de notre boulot, c'est quand des artistes comme Jérémy viennent chez nous pour nous dire « tiens, ça va dans tel sens », et que c'est là que la collaboration devient intéressante en fait. D'accord, oui, parce qu'on voit effectivement beaucoup de créateurs, appelons-les comme ça, qui ne sont pas forcément des artistes révélés, notoires, etc., qui utilisent des outils de création aujourd'hui qu'on trouve, y compris sur des plateformes de jeux comme Roblox, par exemple, ou les outils de BandLab, qui est une start-up de Singapour, de création musicale assistée par intelligence artificielle. En fait, a priori, on n'a pas besoin d'être déjà musicien accompli, etc., pour composer de la musique et faire un set dans un métavers Roblox, c'est ça. Donc, on va. Par contre, là, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas quelles sont les intentions. Bon, Sony, CSL, comme tu nous expliquais, Michael, n'a pas le droit de faire de l'argent, n'a pas le droit de développer des modèles économiques autour des outils qui abondent sa recherche. Donc, comment ça. Alors, ce que j'aimerais juste. Ce que je questionne juste, c'est la relation avec les artistes. Alors justement, comment les artistes réagissent quand ils sont sollicités? Alors en l'occurrence, c'est toi qui les as sollicités, pour le coup, c'est pas eux. Mais comment ça se passe? C'est la relation, par exemple, avec les vraies maisons de disques, etc., les labels. Est-ce qu'ils ont un intérêt à ça et amener les artistes à aller vers l'utilisation de ces outils? Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé de la peur à la curiosité et que généralement, les artistes frappent à notre porte. On les accueille avec des petites vieilles viennoiseries, on leur explique un peu ce qu'on essaye de faire sur des technologies qui sont hyper compliquées.
Et souvent, ça les rassure parce qu'ils se disent, mais j'avais l'impression que l'intelligence artificielle, c'était on appuyait sur un bouton, ça remplaçait les artistes. C'est l'enfer. Et en fait, ils partent de chez nous, ils font c'est super. J'ai des outils pas disponibles qui sont en plein développement et qui font des choses auxquelles j'aurais jamais cru possible que des outils puissent faire ces choses-là. Et généralement, ils reviennent. Et ce qui s'est passé avec Jérémy, c'est qu'en fait, il a passé 1 an et demi chez nous à développer ces outils et que j'ai l'impression que c'est pas souvent dans la carrière d'un artiste que tu peux te retrouver à aider au développement d'outils qui seront peut-être disponibles d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'en sait rien, mais déjà ils commencent à marcher, on est assez content. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut anticiper que ce sont des outils qui vont être dans la panoplie du créateur, enfin, du compositeur de musique très vite, hein, dans quelques années, comme le séquenceur est devenu incontournable aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, on l'utilisait à peine dans certains cercles. Est-ce que ça va devenir des outils de création à part entière, des instruments en fait? En tout cas, moi j'espère vraiment fort qu'on peut arriver là-dedans. On va dire, moi, le gros questionnement que j'ai par rapport à ces outils, c'est que j'ai commencé à les utiliser en ayant déjà un bagage de musicien et de producteur qui était assez solide. Maintenant, j'ai vraiment cette curiosité de me dire qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui démarre complètement se retrouve avec ses outils dans les mains. J'ai l'impression que la musique de toute façon continue toujours d'évoluer et qu'en fait, s'il y avait toute cette vague de nouveaux producteurs qui a finalement pas été, c'est pas le beau mot, mais qui n'a pas été polluée par la connaissance standard de la musique et qui attaque directement avec ça, je pense que les résultats peuvent être super intéressants. Super intéressant, et donc je suis très curieux de voir ce que ça va pouvoir donner dans quelques années quand ils auront eux accès à ces outils facilement. D'accord, alors souvent on se posait la question de savoir si quelque part la part humaine de la création ne disparaît pas, puisque l'intelligence artificielle elle est entraînée en fait à simuler le comportement de l'humain, et finalement est-ce qu'il y a toujours une part irréductible de création qui est humaine et qui n'est pas le fait des machines? Il faut juste déjà comprendre que de toute façon, même la musique actuelle, généralement, tous les artistes font de la musique, le font parce qu'ils ont écouté de la musique, donc ils sont référencés par la musique du passé. Finalement, l'IA fait la même chose, elle essaye de comprendre, sauf qu'on essaye, nous, de lui mettre des notions d'harmonie, de tempo, de conservatoire ou d'ingénierie du son, qui sont souvent des process très laborieux pour un humain, mais qu'une intelligence artificielle ou des algorithmes peuvent comprendre finalement assez rapidement. Et qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'une intelligence artificielle n'aura jamais d'oreille, et que c'est comme si tu étais avec plein de super musiciens en studio. C'est pas parce que c'est des requins qui sont créatifs, et que la créativité, au final, parce que moi je parlais un peu à ta place, mais après tu pourras parler de ton expérience, c'est qu'à la fin, Jérémy ou d'autres artistes, quand ils sortent, ils disent c'est mon morceau, parce que j'ai décidé tout. C'est-à-dire que même si l'intelligence artificielle est capable de proposer des choses, c'est toujours moi qui dis oui ou non et qui décide de garder, de ne pas garder, et après de retriturer. Et qu'on essaye de créer des sortes d'accidents créatifs. C'est souvent ça qui font les super morceaux, c'est quand quelque chose d'imprévu arrive et qui ouvre les voies de la créativité. Et que nous, on s'assure tout le temps, en tout cas à la fin, c'est que quand il y a un morceau qui est terminé, que l'artiste, par un seul moment, il puisse se dire « j'ai été dépassé par la technologie » ou « la technologie a pris trop le pas », et ce n'est pas possible, en tout cas aujourd'hui, parce que l'IA n'a pas d'oreille, elle ne sait pas ce qui est joli ou pas joli, ou intéressant ou pas intéressant, elle sait juste parfaitement recracher des notions très finalement physiques et mathématiques que sont le conservatoire, l'ingénierie du son, des choses comme ça. Alors je comprends que d'une certaine manière on remplace des processus qui sont plutôt culturels, hein, d'appropriation des musiques qui nous ont précédés, par des processus algorithmiques, hein, en l'occurrence, qui vont effectivement apprendre à reproduire quelque part par voie mathématique, hein, quelque part les musiques qui nous ont précédés. Est-ce que justement c'est ces accidents qui surviennent, qui sont intéressants dans la relation avec des outils comme ça? Ouais, alors déjà oui, complètement, mais pas que. C'est sûr que parfois elle va faire des propositions. Il ne faut pas perdre de vue quelque chose, c'est qu'elle propose rien toute seule. Si tu lui demandes rien, l'IA elle fait rien. Donc c'est aussi pour ça que tu perds pas le contrôle sur ton morceau. Il n'y a pas un moment où tu te barres 1 heure prendre un café, tu reviens et elle a fait un refrain. Tu vois. C'est... On peut pas la payer en work to hire. Non, c'est pas possible. Mais donc oui, donc des fois, on va lui poser, on va dire une question, on va lui laisser un petit peu de la place sur une partie, et elle va proposer quelque chose de tellement absurde que du coup, ça devient presque génial. Mais pour une proposition absurde qui devient géniale, tu vas en avoir une vingtaine qui sont juste absurdes. Tu vois, donc il y a des happy accidents, mais il y a aussi juste plein de moments où c'est de la collaboration un peu plus standard. Alors, je vais donner la parole à Julie Nib qui est sur le plateau, et pas la faire trop attendre, parce que finalement, dans l'algorithmique aujourd'hui de la musique, il y a une part de... On dirait qu'on est à l'intersection d'une part des big data, puisque par algorithmique, on traite énormément des volumes de données colossaux,
Et d'autre part aussi, il y a aussi de l'intelligence artificielle dans le fait d'extraire de ces données. Souvent, je pense par exemple, vous avez publié sur Music Tomorrow récemment un article sur Revelator, donc une plateforme de gestion des droits, mais qui utilise de l'intelligence artificielle pour prévoir en gros ce qui doit être versé. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, pendant la précédente conférence, qui va payer en temps réel de la consommation les artistes au quotidien, alimenter leur portefeuille. Alors, est-ce que, parce que en tant qu'ingénieur informatique, consultant désormais, conseiller, tu embrasses en fait tout le champ de cette relation entre big data, algorithmique, intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu quelle est ta vision de cet univers-là et ce vers quoi on va? Effectivement. Donc, moi, quand j'ai monté Music Tomorrow il y a 2 ans, l'objectif, c'était de démocratiser, d'essayer de vulgariser au maximum comment est-ce qu'on utilise la big data dans l'industrie de la musique. Dans l'optique d'essayer de rendre ça quand même abordable pour les professionnels et éviter de créer une industrie à 2 vitesses où il y a ceux qui viennent de la tech comme moi qui ont une bonne compréhension de comment ça marche et puis des gens qui viennent plutôt de l'artistique et qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui n'ont pas forcément la compréhension de comment ça marche dans les détails. Donc ça reste très pointu, il faut s'y intéresser, mais en tout cas on essaye d'expliquer et d'ouvrir ces boîtes noires parce que c'est vrai que les algorithmes, on en retrouve partout dans tous les domaines de l'industrie musicale. Donc là, on a parlé du volet de la création, évidemment. Mais ensuite, on retrouve des algorithmes, bien sûr, dans la personnalisation, dans la recommandation sur les plateformes de streaming. Mais il y en a aussi, effectivement, dans des domaines dont on parle moins ou moins souvent. Donc on retrouve des algorithmes de prédiction de revenus. C'est-à-dire que si on veut raccourcir le moment où un artiste distribue sa musique et le moment où il est rémunéré, on peut utiliser des algorithmes de prédiction pour essayer d'être un peu plus, au maximum, pas temps réel, puisque c'est une illusion, mais en tout cas d'être au plus près, en tout cas de la vie de l'artiste et pouvoir le rémunérer le plus vite possible. C'est un vrai enjeu, donc il y a des algorithmes aussi de prédiction sur ces sujets-là. La prédiction, on la voit aussi, par exemple, au service des directions artistiques qui sont sollicitées par... je ne peux pas citer le nom d'artistes tous les jours, mais en tout cas, ils sont très, très sollicités et qui vont utiliser aussi des algorithmes de prédiction et de filtrage pour les aider à cibler au mieux pour quels artistes ils vont être pertinents, en tant que pour un label, tout simplement. Ensuite, on voit de l'intelligence artificielle qui se développe dans le côté marketing tech. Donc, vraiment, comment est-ce que j'optimise la promotion d'un artiste? Là aussi, on commence à avoir de l'algorithmique dedans. Et voilà, c'est juste quelques exemples. Et donc, Revelator, par exemple, avec nous, ils ont décortiqué vraiment comment fonctionne la mécanique de prédiction de revenus en expliquant comment ils ont réussi à calculer ce qu'ils appellent un RPS, donc un revenu per stream. Donc évidemment, il n'y a pas un taux moyen que les plateformes payent, c'est beaucoup plus complexe que ça comme système, mais du coup, en décortiquant le système, ils ont réussi à développer leur propre modèle. D'accord, alors c'est pas parce qu'on a des montagnes de données, par exemple en termes de recommandations sur le comportement des utilisateurs, sur leur goût, etc. Et de l'autre côté, des outils de processing super puissants qui peuvent recourir à l'intelligence artificielle, que pour autant, on va créer un outil qui est pertinent en termes de recommandations. Il faut qu'au milieu, il y ait quand même l'algorithme, et l'algorithme, c'est quand même lui-même qui le crée au départ, qui le programme. C'est ce que tu as fait chez Deezer, en fait. Comment ça s'est passé, en fait, comment a été l'appréhension de tous ces volumes de data qu'on a sur les utilisateurs de la plateforme, et puis comment on en tire finalement une recommandation, des conseils. Ça a été tout un travail de data scientist avant d'être un data analyst, je suppose, quoi. Exactement. Et en plus, à l'époque, moi, pour ma part, quand on a lancé Flow sur Deezer, la première version en 2015, donc ça commence à dater. Maintenant, il y a eu beaucoup d'itérations depuis. Et justement, on ne parlait pas... Déjà, à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas un algorithme de recommandation. Sur les plateformes de streaming, il y a plein d'algorithmes de recommandation parce qu'en fait, justement, quand on se retrouve donc l'objectif de ces algorithmes, c'est faire la meilleure recommandation possible, donc les aider à découvrir de la musique. Pour les aider à découvrir de la musique, il faut bien connaître son utilisateur. Il faut essayer de comprendre son intention et ses goûts et ensuite aller chercher dans le catalogue qu'est-ce qui va être pertinent. Et pour faire ça, pour faire ce matchmaking entre l'utilisateur et ce qu'on va trouver dans le catalogue, il faut développer la connaissance des comportements des utilisateurs. Donc en fait, au début, on a passé beaucoup de temps à explorer déjà et à essayer de comprendre le comportement
pour ensuite aller créer une version différente des algorithmes en fonction du profil de l'utilisateur. Parce que un utilisateur qui, par exemple, qui vient de s'inscrire sur une plateforme, il va avoir une intention complètement différente qu'un utilisateur qui se reconnecte pour la 300e fois, qui a un profil très pointu, très développé, avec beaucoup d'historique. Ça ne va pas du tout être la même intention. Celui qui vient d'arriver, il veut juste explorer, il veut vérifier que ses titres préférés y sont. On va chercher à créer la confiance sur la plateforme, alors que quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui a beaucoup d'historique, il a une attente très forte sur à la fois être surpris avec la bonne recommandation. C'est-à-dire que potentiellement, il est en train de tourner en boucle sur des titres qu'il a déjà écoutés beaucoup. Et il faut trouver le bon moment, le bon titre à recommander. Et donc, en fonction de ses intentions et de ses profils d'utilisateurs, évidemment, ce n'est pas les mêmes versions, ce n'est pas les mêmes algorithmes qu'on va utiliser. Malgré tout, il y a quand même des principes communs qui fonctionnent, qui régissent un peu le fonctionnement de la recommandation, parce que justement, c'était les tout débuts. À l'époque, c'était il y a 7 ans. Ça a beaucoup changé et il y a eu maturité aussi de la façon dont on est capable de recommander de la musique. Donc maintenant, il y a des piliers qui sont assez connus, c'est-à-dire qu'on va avoir des approches hybrides où on va mélanger l'analyse du signal audio, donc on va mélanger l'analyse du style musical avec l'analyse du comportement des utilisateurs, donc ce qu'on appelle le collaborative filtering. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension Exactement. Analyse du signal audio, donc on compare les morceaux pour ce qu'ils ont de commun ou pas en termes de contenu, de nature, du son, etc. Et puis on va analyser aussi les goûts de l'utilisateur. On va adresser son profil. Enfin, il faut faire matcher 3 profils en fait. Quelque part, la chanson plus le contexte. Exactement. Et donc maintenant, on arrive justement à un niveau encore plus abouti, où il y a non seulement la compréhension du style, l'univers musical, pas que le style, il y a l'univers social, et maintenant il y a en plus l'univers effectivement intentionnel, contextuel, où en plus on est, en fonction des services de streaming, justement l'avancée ou la maturité, ou même le pouvoir de développement n'est pas forcément le même, mais en tout cas on arrive vers ça, vers aussi l'analyse des préférences sur est-ce qu'un auditeur va avoir plutôt un profil de généraliste qui va écouter beaucoup de styles différents mais rester en général sur ce qui reste relativement populaire, ou un profil de spécialiste, donc quelqu'un qui va aller creuser moins de styles musicaux mais qui va aller vraiment en profondeur, aller vraiment chercher des petites pépites, qui va être les premiers à les écouter. On va être capable déjà de distinguer ces différents profils et distinguer aussi l'appétence à la découverte, parce que c'est aussi un mythe, et notamment dans l'entre-soi de l'industrie, où on est tous passionnés de musique, donc on s'imagine que tout le monde est comme nous et que tout le monde adore aller écouter de la musique nouvelle tout le temps, mais la réalité c'est qu'un auditeur sur un service de streaming, il n'est pas dans le même contexte, il n'est pas professionnel de l'industrie, donc à un moment donné, ce qu'il peut vouloir, c'est juste lancer une playlist avec des titres qu'il aime et s'arrêter là. Donc la découverte, c'est pas un comportement quotidien ni un comportement par défaut. Donc il y a aussi toutes ces problématiques de comment est-ce que je leur donne envie de sortir de leur zone de confort et à quel moment. Et donc il y a ce début d'intelligence sur le moment d'amener la découverte, en étudiant les patterns d'écoute sur le moment de la journée et le moment de la semaine, par exemple. D'accord, oui, c'est-à-dire qu'on arrive à contextualiser finalement. Alors, est-ce que quelque part, alors c'est la question qu'on pose toujours, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfermer finalement l'auditeur final dans ses goûts ou à l'amener sur des terrains qui n'auraient pas du tout, qui n'intéressent pas du tout. Est-ce qu'on est peut-être on n'est pas pertinent, ou alors on l'enferme trop dans ses goûts, ce qui fait qu'il y a une certaine lassitude. Moi, en tant que gros utilisateur de plateformes de streaming, j'ai une certaine lassitude des fois à réécouter. À force, je trouve que les algorithmes ne font pas leur boulot. Je leur en veux un peu. J'ai envie de les engueuler. Je ne sais pas à qui va adresser. À Twitter, nous on regardait beaucoup les flux Twitter, ce que les gens disaient. Effectivement, il y a ce vrai phénomène de bulle de filtre, d'être enfermé dans sa bulle, effectivement. De se sentir enfermé. Si vous écoutez vraiment beaucoup d'un style donné, vous vous retrouvez peut-être avec énormément de titres de ce style-là dans vos recommandations. Je pense que c'est une problématique qui est liée aussi justement à l'intention. C'est-à-dire que
il y a une attente aussi des algorithmes de comprendre de quoi on a envie, et des fois il faut aussi soi-même un peu aller chercher autre chose pour découvrir. Et pour moi, la problématique qui se pose sur les services de streaming au-delà de cette lassitude, c'est aussi plutôt la façon d'écouter qui amoindrit l'identification de l'artiste. C'est-à-dire qu'on, dans cette façon d'écouter la musique, on identifie moins qui est derrière le titre. Donc on rentre un peu moins dans l'univers, on écoute plus les chansons dans des playlists. Ce qui n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une façon d'écouter la musique sur ces plateformes. Qui fait que comme on s'immerge moins, on fait défiler plus de titres, on skip, etc. Et donc, on s'attache parfois un peu moins. Donc, il y a des profils aussi qui vont juste beaucoup zapper, s'attacher moins, passer moins de temps avec l'artiste. Et donc, forcément, après avoir ce phénomène de il me faut un nouveau titre, mais je vais l'écouter que 3 fois. Enfin, comment est-ce qu'on adresse ça? Et donc, il y a ces phénomènes qui sont adressés sur les plateformes en intégrant beaucoup plus de vidéos. Et en travaillant beaucoup plus sur l'immersion, justement, pour pallier à ce problème d'identification de l'artiste. Et du point de vue strictement algorithmique, pour éviter ces phénomènes de convergence, il y a aussi un parti pris, c'est-à-dire que les algorithmes, ils sont codés par des humains, ils sont vraiment derrière des équipes, c'est des chefs de produits, des data scientists. Et les data scientists ne travaillent pas tout seuls, il y a des décisions aussi, des décisions produits qui consistent à décider sur quels critères on optimise, parce qu'en fait, l'algorithme fait ce qu'on lui dit. Donc, si on lui dit d'optimiser la rétention utilisateur, on va favoriser le fait que les utilisateurs reviennent sur cette fonctionnalité. Si on lui dit d'optimiser le temps d'écoute, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, il y a plein de décisions comme ça qui vont influer sur la façon dont l'algorithme va performer. Donc, sur ces phénomènes de convergence, c'est pareil. On peut très bien, et donc il y a des plateformes qui le font, décider que à partir du moment où un utilisateur va rester dans une bulle, peut très bien choisir juste de sortir l'utilisateur de cette bulle. Et ça, c'est une décision, en fait, l'algorithme en soi peut tout faire. Donc, il peut vous faire sortir de votre zone de cover tout le temps, il peut vous faire rester dedans. Si je me place un petit peu du point de vue de l'artiste, je me dis, en fait, il est dépendant, tout à fait dépendant de la bonne ou mauvaise humeur, j'ai envie de dire, de l'algorithme. Qu'est-ce qui fait qu'il va être mis en avant ou pas, exposé ou pas. Et comment l'artiste, lui, parce que souvent c'est quand même des systèmes de recommandation propriétaires, on n'a pas accès à la machine, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, même si vous essayez de creuser un petit peu certains systèmes de recommandation, mais comment l'artiste il peut hacker ça et comment il peut se battre si jamais il s'aperçoit que finalement il est mis en avant nulle part par personne, aucun algorithme, dans aucun contexte, quoi, par exemple. Comment se battre effectivement, il faut avoir... justement, moi, ça fait partie des outils qu'on commence à développer, nous, en interne, chez Music Tomorrow. Nous, on a une bonne compréhension de comment ça marche, donc on est capable de dire, nous, en regardant le profil d'un artiste, qui peut être fait pour optimiser. Donc, en fait, on cherche à automatiser cette analyse-là. Et il n'y a pas de formule magique, c'est-à-dire que l'optimisation de la présence d'un artiste sur les plateformes de streaming, ça se fait par la construction d'une audience, donc par les principes vont reposer sur des principes de marketing disons, qui sont immuables sur la façon de promouvoir. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est évidemment d'avoir une identité qu'on retrouve, d'avoir une identité qui est trouvable. Donc après, évidemment, il faut avoir un nom qui est trouvable aussi. Donc faut trouver des noms qui soient relativement uniques, qui puissent être facilement trouvés. Si quelqu'un veut taper votre nom dans un moteur de recherche, ça c'est un peu le b.a.-ba. Après avoir ces métadonnées au propre, c'est aussi le premier niveau. Mais après, quand on veut commencer à optimiser sa présence sur ces plateformes-là, il faut optimiser le fait d'être recommandé à la bonne audience. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez en face du bon public, vous allez avoir des signaux positifs sur vos chansons. Donc des signaux positifs, ça veut dire de l'engagement, des auditeurs qui écoutent le titre jusqu'au bout, qui vont l'enregistrer dans leur collection, qui vont retourner l'écouter. Donc c'est des métriques comme ça qui sont observées. Et donc tout simplement, développer ces campagnes marketing pour cibler ces audiences qui sont engagées, c'est aussi la base de réussir sur une plateforme de streaming, mais de la même façon que c'est la base pour réussir sur n'importe quelle plateforme. Mais alors juste pour donner un chiffre qui est assez éberluant, c'est
J'avais fait, justement, vous avez publié un article sur les algorithmes de recommandation de Spotify qui est assez fouillé. Alors, vous êtes basé sur des informations ouvertes. Hein. Vous n'avez pas essayé, comme certains universitaires d'Europe du Nord, je ne me rappelle plus de quel pays, qui ont envoyé des robots logiciels, essayer d'espionner, de faire du reverse engineering, on va dire, de hacker, de pirater un petit peu le système de recommandation de Spotify. Oui. Alors, la question que je me posais, c'était... dans quelle mesure, comment cet algorithme de recommandation, par exemple, il va percevoir la musique de Team Therapy composée avec... Est-ce qu'il ne va pas être un peu dérouté pour le rapprocher d'autres musiques et tout ça, que ça va être quelque chose de complètement nouveau, tout à fait... un objet non identifié qui arrive tout d'un coup dans... Alors, c'est une bonne question. Comment... de toute façon, il y a deux choses, enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais justement, c'est... la première chose, c'est l'analyse de l'audio, déjà qu'elle est... et donc, il y a toujours une forme enfin, on va pouvoir analyser les bases. Des ondes, des signaux mathématiques qu'on peut comparer. Exactement. Par l'analyse du signal, on peut récupérer le BPM, le rythme, définir un ou plusieurs styles musicaux. Donc, il y a toute cette partie d'analyse de l'audio qui ne varie pas, peu importe la façon dont la chanson elle est créée. À la fin, on a quand même plusieurs minutes de signal à analyser qui vont être analysés comme n'importe quel autre signaux musicaux. Donc, il y a cette partie-là. Et après, la deuxième partie, c'est quelle réaction du public, quel type de public interagit avec cette chanson-là et quel est le retour. Donc ça va être ce titre-là, avec quels autres titres il se retrouvent dans des playlists. Donc on va regarder les profils des utilisateurs, on va regarder quels sont les titres ensemble dans les playlists, et ça va donner une idée de la similarité sociale, par le comportement des utilisateurs, de où est-ce que ce titre se retrouve et auprès de quelle audience. Oui, alors excusez-moi, j'avais une question qui me venait à l'esprit que j'avais oublié tout à l'heure, mais en fait, je voulais donner un chiffre. Effectivement, suite à l'article que vous avez publié sur l'algorithme de recommandation de Spotify, j'avais fait des recherches et justement, ils ont pas mal communiqué sur les volumes de données qu'ils gèrent. Au moment où ils sont passés d'un système de stockage de ces datas en peer-to-peer, interne à Spotify, sur les serveurs de cloud de Google. Et donc, ils ont transféré des quantités de données astronomiques. Et donc, à ce moment-là, ils ont un petit peu communiqué en interne. Et notamment, j'avais trouvé une présentation, ils disaient qu'ils recueillaient 1500 téraoctets. C'est énorme, hein? Non, 1500 gigaoctets, pardon, de données par utilisateur et par jour. C'est-à-dire que si vous écoutez un titre 30 secondes, c'est envoyé à Spotify. Si vous l'écoutez 35, c'est envoyé à Spotify. Si la prochaine fois que vous l'écoutez dans un autre contexte, vous l'écoutez en entier, c'est envoyé à Spotify, etc. Il y a tout un tas de données comme ça qui sont extra musicales sur le comportement des utilisateurs, qui sont dans 1500 gigaoctets de données par jour et par utilisateur, multiplié par, on va dire, 230 millions d'utilisateurs ou 300 millions d'utilisateurs mensuels. Ça fait des quantités de données astronomiques qu'on mesure en hexaoctets, je crois. C'est un truc... Voilà, c'est juste une précision. Oui, c'est des volumes de données phénoménaux. Alors, on se dit qu'on ne pourra jamais traiter ça si on n'a pas de l'intelligence artificielle qui vient s'en mêler. Non, bien sûr. C'est-à-dire, et c'est ça aussi que permettent ces algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de créateurs, des millions d'auditeurs, et il faut trouver les bonnes combinaisons entre ces populations. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, on a sur les plateformes de streaming, il y a des vitrines qui sont les playlists éditoriales, qui permettent de mettre en avant une quantité très finie d'artistes. Et puis ensuite, il y a tout le reste, tous les autres artistes qui ne sont pas forcément dans ces playlists éditoriales, mais qui malgré tout, justement, par le biais de la recommandation et de la personnalisation, peut aussi aller trouver un public grâce à ces mécaniques de recommandation. Alors justement, Michael, et parlons, puisque tu connais bien les orientations de recherche chez Sony et CSL, est-ce que finalement la tentation ne pourrait pas survenir de mettre un peu d'intelligence artificielle, les outils de composition qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, qui tiennent compte de big data qui proviennent d'éventuellement le public qu'on peut intéresser, les goûts des gens, etc. Alors, je pense que si vous proposez de faire ça à mes collègues, ils démissionnent tous parce que... Non, mais par contre, plus sérieusement, il y a toujours ce fantasme chez nous quand les gens viennent, et c'est effectivement, puisqu'on sait ce que les gens écoutent, on sait ce que les gens aiment, est-ce que vos outils d'IA pourraient générer des tubes ? Et généralement, la réponse, elle est assez simple, c'est que si vous voulez composer des tubes, je peux vous appeler 10 jeunes producteurs que je peux payer pas cher et qui vont vous faire des tubes.
À l'époque où j'étais en maison de disques, je me souviens chez Sony Music. Avant juin et la fermeture des playlists d'été, généralement tous les labels arrivent avec les 2-3 morceaux qui sont les tubes du label avant l'été qu'on va essayer de pousser, et que ils avaient tous des tubes, c'était tous des super tubes. Et généralement il y en avait un ou deux qui marchaient. Et c'est là où en tout cas l'intelligence dans la créativité, j'y crois pas sur la machine à tubes, parce que déjà en vrai il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour le faire, il suffit de prendre les bons producteurs. Et puis après, ce qui est un peu magique avec la musique, et ce pourquoi je suis très content de travailler dans la musique, c'est qu'à un moment, je l'ai vu, j'ai sorti des disques pendant 13 ans, c'est impossible de savoir ce qui va se passer, qu'il peut y avoir des super morceaux qui ne vont pas marcher. Il y a 76 000 titres qui sont mis tous les jours sur Spotify. Dans ces 76 000 titres, je pense qu'il y en a une grosse partie qui mériterait d'être mis dans plus d'oreilles de personnes, et qu'il y a un moment, il y a la musique, mais il y a aussi l'environnement dans lequel vous sortez, il y a aussi l'équipe avec laquelle vous travaillez, il y a aussi la bonne rencontre au bon moment, et parfois je dis en rigolant, le bon journaliste avec qui on prend une bière et qui a été convaincu et qui va après déclencher des dominos. Et que la réussite d'un morceau, tu parlais tout à l'heure d'analyser ce qu'il y a dans un morceau, on l'a beaucoup fait chez Sony CSL, parce qu'à un moment on se demandait, est-ce qu'en écoutant ce qu'il y a dans un morceau, on peut savoir si le tube va marcher, si le morceau va marcher ou pas marcher. Et en fait on s'est rendu compte que c'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce qu'en fait la musique, ce n'est pas que de l'audio. Est-ce que quelqu'un aurait pu prédire que le groupe Fauve allait exploser quand on voit comment ça a été enregistré? Par contre, ils avaient une communication absolument parfaite, ils avaient des visuels qui étaient absolument parfaits. Or, c'était pas du tout dans l'air du temps. En tout cas, c'était pas du tout ce qui était écouté à ce moment-là. Et que généralement, les tubes, les nouveaux morceaux sont souvent des morceaux qui ont une créativité en plus qui n'a pas existé dans le passé, parce que généralement, ça apporte quelque chose qui va gratter l'oreille un peu plus que les autres morceaux. Et que ça, l'IA, est-ce qu'elle sera capable d'y participer? Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un morceau avec de l'IA et se dire on va faire un tube? J'y crois très, 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 très moyennement, même s'il y a des gens qui essayent, avec notamment OpenAI, qui est la boîte de Elon Musk avec son Jukebox, où eux, ils essayent de faire des morceaux automatiquement. On en est encore loin. Ils vont y arriver, mais est-ce qu'encore une fois, ça sera de la musique défendue par des artistes et avec un propos artistique? J'en doute. Donc ça sera super de faire des morceaux d'illustration ou pour refaire des morceaux de Michael Jackson maintenant qu'il n'est plus là. Mais ce n'est pas nous, en tout cas, le domaine dans lequel on travaille. C'est nous, on essaie d'inventer un peu les synthétiseurs intelligents du futur. On n'est pas là pour générer des morceaux. Donc est-ce que c'est possible? J'en doute très franchement, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'IA pour le faire, en fait. D'accord. Alors par contre, sur les morceaux qu'a composé Jérémy, donc Hymn Therapy, lui a vécu des accidents ou des surprises en tant que créateur. On pourrait très bien retrouver cette réaction du côté de l'auditeur ou de la personne qui va écouter la musique. Donc, moi, je me rappelle avoir écouté un morceau Let It Go. Je précise, parce qu'on ne l'a pas dit, que tu as concouru avec ce morceau sur un concours international de musique composée avec des outils d'intelligence artificielle, et que tu as eu le premier prix. Non, c'est pas le premier prix. Mauvaise info. On aurait pu se communiquer. Vérifiez vos infos, s'il vous plaît. Tu as été primé, non, tu as concouru. On avait eu le deuxième prix du public. Ouais. Ah d'accord, bon, c'est déjà bien quand même. Quasi premier, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que du côté du public, il risque d'y avoir, je sais pas, une surprise ou un accident qui fait que justement, bon, c'est les premiers artistes qui vont composer en s'aidant d'outils comme ça. Je vois, à la fin des années 60, les premiers mecs utilisaient des pédales fuzz sur les guitares. Bon, ça fait un carton. Hein, est-ce que là, on peut avoir ce genre de phénomène du fait que ça amène des nouveaux sons, des nouveaux rythmes, où il y a des surprises finalement, puisqu'on les ressent. On n'a pas écouté le morceau en entier là tout à l'heure, mais c'est surprenant quand même. Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà entendu. Je pense que ça revient avec ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, moi là, quand je les utilise quand même avec mon bagage de musicien et de producteur qui est vraiment là. Je pense que les accidents dont tu parles, ils vont arriver à partir du moment où il y a des gens qui touchent pas une bille en musique et qui vont commencer à les utiliser. Et je pense que c'est eux qui vont vraiment arriver avec quelque chose de nouveau, qui même pour les auditeurs sera complètement nouveau. Et là-dessus, parce que souvent les gens quand ils viennent chez nous, ils sont là. En fait, ils écoutent la musique qui sort de chez nous. Ils font, je comprends pas, elle est où l'IA? Je m'attendais à des explosions nucléaires dans la musique, enfin un truc super futuristique. Et en fait, je pense qu'on n'en est absolument pas là. Il suffit de voir notamment Pierre Schaeffer qui invente le sampler dans les années 40. Ce qui a apporté le sampler dans la musique a été énorme. Mais pour ça, il a fallu des mois et des années pour des artistes pour essayer de comprendre comment manipuler cette technologie et lui rendre et lui donner un son et lui donner une typologie et une communauté qui va s'intéresser à aller geeker avec ça. Tout à l'heure, il y avait une conférence sur le métaverse et je crois que Agoria le disait, c'est qu'à un moment, il faut laisser
les créatifs et le truc se faire pour qu'ils trouvent un réel intérêt en fait, et que là les NFT aujourd'hui on essaie de reproduire ce qu'on fait depuis ce que les artistes ou les maisons 10 reproduisent depuis des années. Je pense que ça va être passionnant dans quelques mois ou dans quelques années parce que les gens vont s'en emparer et qui vont inventer quelque chose de nouveau auquel on n'aurait jamais pensé. C'est ce qui s'est passé quand Bob Moog parle du synthétiseur qu'il a sorti. Il ne s'attendait absolument pas à quel point les artistes allaient faire n'importe quoi avec son synthétiseur qui avait mis des années à composer pour finalement faire des sons auxquels il n'aurait jamais pensé. Et que c'est ça la créativité en fait. Mais c'est aux artistes de s'emparer de ces trucs-là et d'y trouver quelque chose de nouveau. C'est pas à nous en tout cas. Quand on fait un outil, on n'est pas là en se disant on va révolutionner la musique. On fait un outil parce que ça peut servir à quelque chose. Et c'est les artistes après qui le maltraitent et en font des choses avec. Alors justement, ce matin, on a cité IRCAM Amplify, donc il y a la IRCAM qui développe des outils de composition informatique. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'intelligence artificielle dedans ou pas, mais en tout cas, IRCAM Amplify, c'est une structure qui va mettre à disposition ces briques technologiques, ces outils certainement de start-up qui élaborent des outils un peu plus élaborés, un peu plus complexes. Est-ce que justement, alors les outils qu'a pu utiliser Jérémy chez Sony CSL, si par exemple demain j'ai envie de tester sa thèse selon laquelle quelqu'un qui n'y connaît rien va pouvoir composer de la musique avec de l'intelligence artificielle et avoir des surprises ou en provoquer, est-ce qu'ils vont être accessibles à d'autres personnes ou au commun des mortels, je dirais, au public? Est-ce que ça va devenir des outils accessibles au grand public? Déjà, tu vas signer un NDA, parce qu'il y a beaucoup de secrets d'ordre. Non, mais par contre, blague à part, on s'appelle Sony, donc l'idée quand même, c'est de collaborer de plus en plus avec Sony Music et Sony Music Publishing, et ça se passe plutôt bien. Il a fallu quand même pas mal d'années, donc depuis 1996, pour que Sony CSL puisse commencer à avoir des résultats avec des artistes, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, parce que les algorithmes commencent à fonctionner depuis même pas 2 ans en fait, où les artistes commencent à nous dire que c'est pertinent. Donc l'idée, c'est évidemment de travailler avec Sony Music, Sony Music Publishing, parce que d'un côté, leurs artistes nous permettent, nous, d'avancer, de s'assurer que ce qu'on fait est pertinent et intéressant. Et de l'autre côté, je pense qu'on peut apporter une sorte de cours de récréation pour les artistes où on ne parle que de créativité, où on essaie d'inventer la musique du futur et que Sony reste quand même une belle boîte par rapport à ça. Et je ne suis pas quelqu'un de profondément corporate, mais là, pour le coup, il faut admettre que c'est hyper intéressant, en fait. Ce cercle vertueux vous avez des artistes, on a des technologies, venez, on va passer du temps en studio ensemble, en fait c'est plutôt assez rigolo. Après voilà. Et donc après, par rapport aux artistes, nos outils sont en développement, ce sont des prototypes, d'ailleurs c'est pas des outils, c'est des prototypes. On a beaucoup de mal, alors que les gens avec qui je travaille sont tous des passionnés, d'avoir un artiste qui est signé à la concurrence ou qui n'est pas signé, qui ne fera pas notre porte en disant je suis un enthousiaste, est-ce que je peux les tester? Finalement, on est ravis parce que ça va plus vite, c'est plus intéressant. Donc on ne ferme pas la porte, mais après il y a aussi le fait que comme nos outils, il faut qu'on propose le service avec les chercheurs qui développent ces outils derrière pour expliquer, parce que c'est pas toujours facile à comprendre en fait comment fonctionne une intelligence artificielle. On parle quand même avec des outils qui parfois réfléchissent avec des milliers de dimensions. L'humain n'est capable d'en comprendre que 4. Donc il faut expliquer un peu ce qui se passe dans le moteur. C'est un peu l'expérience qu'on essaie de proposer aux artistes. Voilà, il y a cet outil, ok, il fait des lignes de basse, mais pourquoi est-ce qu'il est capable de le faire en fait? Et qu'on ne peut pas en accueillir non plus trop. Et toi, Jérémy, tu as eu cette formation, cette initiation aux outils d'intelligence artificielle de Sony? Ouais, je l'ai complètement eu. Et je pense que toute la partie formation était super intéressante, mais la partie la plus intéressante, c'était la partie déformation, je dirais. Celle où on m'a dit, voilà, l'outil, il sert à ça, c'est comme ça qu'il s'utilise. Et du coup, j'ai commencé à faire n'importe quoi avec, et à me dire, ok, et si je l'utilise pour absolument autre chose, qu'est-ce qui se passe quand tu vas essayer de générer des lignes de basse avec celui qui doit faire des batteries, ou essayer de générer des basses avec celui qui fait des batteries, ou des mélodies de chant avec celui qui fait autre chose, quoi, tu vois, et c'est tout à l'heure, Michael disait ça assez bien, ceux qui maltraitent un petit peu leurs outils, qui font qu'on a commencé à avoir un peu des résultats. Je pense qu'il l'a plutôt bien dit. C'est en sortant vraiment de leur utilisation principale que je les ai trouvés particulièrement passionnants. Après, leur utilisation principale est quand même très intéressante. Merci. Mais justement, l'utilisation principale est quand même destinée à ceux qui ne savent pas déjà faire ce truc-là à la base. Si utiliser un outil qui génère des lignes de basse, moi aussi je sais en faire des lignes de basse, quoi, tu vois. Mais par contre, utiliser un outil qui génère des lignes de basse et venir réutiliser sa façon de poser la rythmique pour reconstruire ma batterie autour de sa rythmique, là ça devient intéressant.
qu'il faut, après la relation avec l'outil, parce que nous, on essaie vraiment de réfléchir d'un point de vue conceptuel sur la relation. C'est le truc de Sony CSL. Dès sa création, c'était est-ce qu'on peut redéfinir la relation qu'un humain, et dans le cas précis, un artiste, a avec une machine. C'est vrai que les machines savent faire des choses parfois mieux que les humains, parce qu'elles sont capables d'écouter et de garder en mémoire 300 000 morceaux quand l'humain ne peut pas, comprendre comment ça s'appelle, des concepts hyper compliqués. Et j'ai perdu le fil. Et que oui, et donc pour la première fois, vous avez des outils qui ne sont pas faits pour faire ce que vous leur demandez. Tu es sur un synthétiseur, quand tu appuies sur une touche, tu sais ce qui va se passer. Nous, nos outils, en fait, c'est des outils qui ont acquis une expertise, à qui tu vas poser des questions, et la machine va te renvoyer une réponse. Et en fait, c'est assez nouveau en fait, dans la façon d'appréhender ta relation avec la machine. Et que c'est ce qu'on essaie de développer, et que c'est nouveau, et donc ça demande du temps, en fait. Oui, puis il y a un apprentissage aussi, hein, c'est de l'apprentissage machine, comme on dit. On apprend la machine, il faut qu'on entraîne la machine aussi. De toute façon, l'intelligence artificielle, c'est que ça a été utilisé parce que ça vend beaucoup mieux que le terme historique qui est le machine learning. Et le machine learning, ce sont des machines qui apprennent. Donc effectivement, on a appris à des machines à jouer du piano en leur faisant écouter du Bach, du Beethoven, du Mozart. Et au bout d'un moment, elle nous dit c'est bon, ça y est, j'ai compris en fait. Et on leur donne toute la data et la machine, au bout de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, parce qu'il faut les entraîner, elle est capable de comprendre d'elle-même, parce que c'est le deep learning. Je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu l'intelligence artificielle, on est spécialisé dans cette dernière technologie qui s'appelle deep learning. L'apprentissage machine. L'apprentissage machine, et on lui dit rien, et elle apprend les notions de tempo, de tempo, de mélodie, d'arrangement, de pourquoi telle note elle se met plutôt après cette note-là. Pareil avec des synthétiseurs de sons de batterie ou des synthétiseurs tout court, parce qu'on essaie de faire des synthétiseurs, et que il y a de l'entraînement, et après il y a de l'utilisation. Et c'est peut-être la partie la plus compliquée, c'est qu'une fois que les intelligences artificielles sont entraînées, sont capables de faire des choses, c'est comment réussir à discuter avec elles, parce qu'elles ne parlent pas du tout le même langage que nous, en fait. D'accord. Bon, on pourrait aborder plein de sujets. Moi, je reste un peu sur ma fin de me dire que si Sony ne sort pas ces outils-là, ils ne seront pas à disposition, sauf si on signe des NDA et qu'on est un artiste qui... Ça me gêne un peu. Je regrette parce que je me dis j'aimerais bien tester ce genre d'outils très vite, même avec quelques bases de musique que j'ai, puis il y a longtemps que j'en fais plus. Mais on pourrait soulever aussi la question de l'impact que ça peut avoir, l'intelligence artificielle qui s'occupe de composition. Par exemple, on le voit dans la librairie musicale, par exemple. On voit que typiquement, on peut prendre un abonnement et tout d'un coup avoir une intelligence artificielle qui va nous illustrer un clip de pub de 30 secondes, c'est calé, la musique saute avec l'image, etc. Voilà, donc là, ça prend la place. Là, concrètement, ça prend la place des musiciens qui composent de la musique de librairie, qui en vivent. Hein. Là, ça prend réellement la place du créateur lui-même. C'est des questions qu'on pourrait aborder. Je ne sais pas si tu as un avis. On en parle beaucoup, et même on en parle avec les artistes, mais en vrai, la bibliothèque musicale aujourd'hui, ce sont des gens qui font de la musique dite parfois au kilomètre. C'est pas de la musique dite artistique, parce qu'on essaie de faire la différence, mais oui, et très, très évidemment, dans quelques années, faire de la musique... faire de la musique d'illustration ou faire de la musique pour vos vidéos Instagram, ça oui, très clairement, dans quelques années, les intelligences artificielles vont aller très très vite et le faire très très rapidement en fait. D'accord. Julie, toi qui es spécialiste de tout ce qui est algorithmique dans cet univers musical, qu'est-ce que ça t'inspire d'entendre tout ce qu'ils nous disent, ou tout ce qu'ils nous apprennent en fait, hein, puisque c'est pas un univers dont on est très familier. J'ai eu la chance d'échanger avec Michael sur le sujet justement, et toute la réflexion qu'il y avait derrière tout ça, c'était aussi quel rôle de l'artiste, et justement pour revenir sur ces problématiques d'identification de l'artiste, la production du titre, c'est seulement une partie en fait du métier d'artiste. Mais être artiste, ça veut dire souvent porter un univers, voire potentiellement porter un message, représenter physiquement ou digitalement quelque chose, et ça, ce n'est pas porté que par l'audio. Et c'est pour ça que, justement, en parlant je ne sais pas comment tu qualifiais ça, sur la partie artistique, justement, ça, c'est pas remplaçable. C'est-à-dire que c'est toujours, pour l'instant, certains des êtres humains qui vont incarner, justement, ces projets artistiques au-delà de... sans juste la chanson. C'est-à-dire qu'écrire la chanson, c'est seulement une partie de ce travail. C'est pour ça que
pour l'instant, il y a des intelligences artificielles, certaines qui accélèrent ce travail sur la création musicale, d'autres qui permettent justement de générer des personnalités, des avatars qui vont... donc il y a l'exemple aussi de Riot Games qui engage des artistes mais qui développe aussi des avatars, donc on ne voit pas l'artiste être humain sur scène, on voit les avatars. Donc il y a aussi de l'intelligence artificielle pour ce rôle de représentation de l'artiste. Avatar qui lui-même du coup n'est jamais fatigué, peut tourner autant qu'il veut, donc il y a tout un univers derrière ça. Donc il y a des intelligences artificielles qui prennent le relais sur certaines parties du métier d'artiste. Et justement, il y a quand même toujours derrière un projet artistique qui est, une ligne qui est donnée par en général quelqu'un derrière pour savoir que porter et quel message derrière tout ça. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes projets? Alors, tu sors un EP là, donc, parce que l'extrait qu'on a entendu, ça fait partie d'un EP sur 4-5 titres, 7 titres. Ouais, de 4 titres, c'est ça. En fait, titres, il y a le morceau qu'on a projeté tout à l'heure, donc qui s'appelle Dreams, qui sort le 25 mai, je crois, 25 mai. Dit, ouais. 25 mai, l'EP qui sort le 15 juin après, possiblement un album qui arrivera derrière, ça peut dépendre, mais donc en gros pour l'instant on va essayer de tout focaliser là-dessus et essayer de voir comment ça peut se diffuser, comment le public peut réagir à ce genre de musique, et puis essayer de communiquer un petit peu autour, pour moi mais on va dire avec Michael aussi, la mission c'est un petit peu de démystifier l'IA, d'enlever cette question qui revient souvent est-ce qu'on va être remplacé par des intelligences artificielles, pour dire non. Ouais, c'est la question de ce qu'on appelle la singularité. Ouais. C'est-à-dire le jour où les machines seront plus intelligentes que nous. Alors, tu veux dire un mot là-dessus? Non. Parce que je voulais juste préciser que c'est une question que se pose la physique contemporaine, bizarrement, qui aborde la théorie, qui essaie d'élaborer des théories de la physique, de la conscience, comment est la conscience. Et donc, il y a un prix Nobel de physique 2020 qui s'appelle Penrose, je ne me rappelle pas son prénom, qui a écrit un livre sur le fait que lui croit démontrer, en tout cas est persuadé qu'il a démontré, qu'une machine ne pourra jamais prendre conscience et avoir des émotions, parce qu'il y en a beaucoup de choses dans la capacité de création, on va dire. Est-ce qu'il laisse beaucoup de marge à l'homme en tant que tel, comme créateur. Okay. Voilà, donc il s'appelle Penrose et c'est un prix Nobel de physique contemporaine, donc comme quoi. Bon, là, on se rapproche de la physique dure dans l'univers, dans cet univers-là, quoi. C'est assez intéressant. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça nous amènera. Il y a peut-être des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des... Oui, on va faire circuler un micro. Merci. Bonjour. Plutôt qu'une question, c'est une observation. Juliette Metz, je suis éditrice de librairie musicale. Je pense que, Michael, tu devrais peut-être écouter ce qui se fait sur le marché parce qu'il y a au niveau création, je pense qu'il y a un certain nombre de titres qui sont tout à fait à la hauteur et il y en a un paquet et ça représente quand même quelques millions d'euros, ne serait-ce qu'en France. Je pense que côté éditorial, on a à peu près un revenu de 26 millions d'euros. Si on rajoute les droits des auteurs-compositeurs, on doit être à plus de 50. Donc c'est quand même une économie qui est assez importante. Et je pense que s'il n'y avait pas de qualité au niveau artistique, ça ne survivrait pas. Et je trouve qu'au niveau de l'IA, le danger, c'est pas tant que ça propose... Alors, je ne remets pas du tout en question ce que vous faites. Et j'ai trouvé ça vachement bien, le clip qui a été proposé. Jusqu'ici, j'étais rarement super emballée par les trucs associés à l'IA. Et là, j'ai trouvé que c'était très, très chouette, donc bravo. Mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'il y a le danger, c'est plus au niveau des tarifs. C'est-à-dire que ce dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, c'est la musique qu'on va avoir pour un prix absolument ridicule, qui va être, grâce à l'IA, adaptée à l'image, et qui en fait qui détruit un marché de musique qui ont été construits pour ça, qui sont proposés pour ça, et qui sont tout un modèle économique qui est mis en danger par ce système-là. C'est ça qui est dommage. Après, c'est dommage parce que c'est en fait les clients qui ne s'intéressent plus à la qualité de la musique qu'ils vont mettre sur leurs images et qui sont uniquement intéressés par les tarifs, quoi.
Non, voilà, mais je réagis juste un peu parce que le côté la musicomètre, je l'ai entendu, ça fait 35 ans que je l'entends. Ça fait toujours du mal à entendre, voilà. Alors. Et il y a des compositeurs dans ce pays qui font des choses formidables et dans d'autres pays aussi. La France, c'est le 3e pays sur ce marché-là, donc j'en suis assez fier pour eux. Voilà. Alors, je tiens à m'excuser, mais en fait, c'était juste pour vraiment insister, j'ai peut-être pas été assez clair. C'était sur le fait de vraiment dissocier une musique qui va être portée par un artiste qui sera sorti avec un projet musical, avec éventuellement de la tournée, qui sera portée par une personne et identifiée par une personne ou un groupe par rapport à la librairie musicale, qui est donc de la musique disponible pour l'achat, pour illustrer souvent des films, même des vidéos sur YouTube, donc disponibles avec on va dire des conditions contractuelles autres qu'en maison de disques, et que là, par contre, là-dessus, et je ne suis pas du tout le porte-parole de l'IA dans le monde, oui, effectivement, et pas chez nous, parce que finalement, après peut-être que Jérémy pourra en parler, mais il n'a pas fait de la musique beaucoup plus rapidement en travaillant avec nous. C'est comme si vous disiez, est-ce qu'avec un synthétiseur, tu vas travailler beaucoup plus vite? Alors dans certaines conditions, oui, parce qu'effectivement, quand ça est arrivé, c'était pour remplacer des sonorités de violon, d'orchestre, parce que le synthétiseur, il faut savoir que quand c'est sorti, toutes les associations des auteurs et compositeurs américains ont voulu faire fermer les usines de fabrication du Moog, et les studios étaient interdits d'avoir un Moog chez eux. Pourquoi? Parce que ça allait tuer les musiciens. Nous, c'est des considérations qu'on ne peut pas avoir, parce que nous, l'idée, c'est d'inventer la technologie de demain. Maintenant, si je dois être tout à fait honnête avec vous, quand je vois ce qu'il y a, notamment par des DeepMind chez Microsoft, des OpenAI, donc la boîte d'Elon Musk qui s'intéresse avec Jukebox, allez regarder parce que c'est hyper intéressant. Pour le moment, c'est pas du tout prêt. Par contre, là, oui, très clairement. Et ce n'est pas notre stratégie à nous, donc je ne suis pas pro ou anti ce qu'ils font. Je dis juste que souvent dans la science, c'est juste réussir à faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire avant, sans considération souvent éthique, si de plus en plus d'ailleurs, mais en tout cas l'idée c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, l'idée c'est de savoir est-ce que c'est possible de le faire. Et que oui, très clairement, dans le monde de la librairie musicale, alors je ne me connais pas, je ne suis pas du tout spécialisé dans la librairie musicale. Oui, je pense que d'ici quelques années, et on le voit même avec, tu parlais tout à l'heure de mettre de la musique automatiquement calée sur des images, il y a André Manoukian qui travaille dans cette direction-là. Oui, effectivement, par rapport à cette histoire-là, il va y avoir des gens d'édition de films, des gens qui vont faire de l'édit sur des films. Oui, je pense que ces domaines d'activité-là, l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas capable de le faire mieux ou moins bien, mais elle sera capable de le faire différemment et peut-être plus vite. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'était vraiment séparer une musique défendue par une personne ou des groupes qui sera sortie dans le cadre d'un projet artistique et la librairie musicale qui est autre. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Tout à fait. Et, non, mais je comprends tout à fait. Et je vois tout à fait la différence entre le fait de composer la musique aidée par l'IA et qui a une autre démarche et qui n'a rien à voir. Mais c'était juste sur le... Voilà, je réagissais. Une autre question? Je vois que Goria est parmi nous. Je serais tenté de le faire parler, puisque lui aussi, il a eu recours à l'intelligence artificielle, et notamment, je crois, que même pour ce qui est de retravailler les paroles des chansons. Donc j'aimerais bien qu'il nous apporte son témoignage. J'avais pas du tout envie de monopoliser non plus le temps. Non, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que de la même façon que dans le métaverse, je pense qu'on n'a pas du tout envie de reproduire des mondes qui existent. Donc je parle avec quelques architectes en leur disant de s'absoudre de la gravité, puisque dans le métaverse on a plus de problèmes, donc autant créer des mondes nouveaux. Je pense que c'est la même chose avec les intelligences augmentées. L'idée, c'est pas de reproduire des morceaux comme les Beatles, c'est pas de reproduire des morceaux ou des façons de faire de la musique, c'est de choquer et de faire des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne sait pas qu'on peut faire. Et souvent, donc il y a en effet un temps de calcul qui est très long et les accidents sont omniprésents. Et donc on appelle ça des seeds sur lesquels on se réfère. Et je crois quand même que notamment les ordinateurs quantiques, ce que je bosse beaucoup avec en ce moment, il y a quand même des possibilités d'inventer des nouveaux formats audio, des nouvelles façons de faire la musique et des nouveaux résultats. Donc en fait, par rapport à... Peut-être que je vais rassembler tout le monde, je ne pense pas du tout que ça prendra la place d'artistes qui ont envie de faire la librairie musicale, ou peut-être même que ces artistes vont l'utiliser pour faire leur librairie musicale. Mais je pense que artistiquement, on va pouvoir faire des choses qui sont complètement différentes. Et du coup, ça peut créer une nouvelle niche, un nouveau format audio. Enfin, moi, je le perçois comme ça.
En l'occurrence, je crois que, enfin, moi, je suis assez convaincu que ce qu'on a entendu de Wind Therapy, puis le morceau que j'avais écouté avant la conférence, que effectivement, on a quelque chose d'entièrement nouveau. Et quand je parlais d'un processus culturel qui finalement est automatisé et puis qui est pris en charge par l'intelligence informatique d'appropriation de la musique des générations antérieures, on va dire. C'est vrai que souvent, alors c'est souvent un réflexe de vieux, de dire ouais, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Donc si, il y a plein de choses entièrement nouvelles, notamment les musiques électroniques ont complètement réinventé les sons, etc. Néanmoins, est-ce que justement, il n'y aura pas une rupture vraiment avec toute une génération continue de nouveaux styles qui s'est basée sur l'appropriation culturelle, une rupture qu'amènerait l'intelligence artificielle du fait de ce que font les créateurs. Je ne dis pas que ce serait à l'initiative de l'IA, mais... Alors déjà, quand tu dis entièrement nouveau, merci, mais pas non plus à ce point, quoi. C'est couplet, pré-refrain, refrain. Enfin, tu vois, on la connaît déjà, quoi. Tu vois, ça va pas réinventer la roue non plus, quoi. Tu vois, mais ça me dit quelque chose d'intéressant. Mais du coup, là où je rejoins ce que tu dis aussi, c'est voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vont pouvoir démarrer directement avec ces outils. Là où toi, tu leur as dit d'oublier la gravité, eux, ils connaîtront pas la musique, quoi, tu vois. Et donc, ils auront quand même ces outils qui permettent de faire des choses avec. Et donc, ça revient un peu dans ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être la 3e fois maintenant. Mais je pense que c'est eux qui vont vraiment arriver avec peut-être cette rupture dont tu parles, avec vraiment quelque chose où ça ressemble à rien d'autre, on n'a jamais entendu ça avant, et en même temps ça nous touche. Donc je pense qu'on peut y arriver à cette chose-là. Ouais. Et juste pour ceux qui veulent essayer, en fait il y a des outils, notamment vous pouvez vous mettre sur Google Lab, et vous pouvez essayer les Stillgan, vous pouvez essayer de faire des clips comme ça, et c'est assez intuitif, c'est assez, je pense que ça prend peut-être 1 heure de manipulation, mais c'est cool à essayer. Il faut qu'on arrête ? Alors on arrête. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie les 3 intervenants, Julie, Michael et Cynthia Rafi. Et voilà, c'était une journée très intéressante. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et puis le public était présent, ça fait plaisir. Merci. Bonne fin de rencontre et à bientôt. Merci beaucoup Philippe. Merci à tous et tous.